Aujourd'hui, alors qu'on parle beaucoup de notre rapport au travail, du fait qu'il va falloir probablement travailler plus au cours de notre vie avant la retraite, vous voulez parler de l'équilibre entre loisirs et travail, Marie-Estelle. Oui, absolument. Le temps de travail occupait environ 4000 heures par an au 19e siècle pour passer à 1950 heures au début des 30 Glorieuses et aujourd'hui tourner autour de 1400 heures. Alors on pourrait penser, chers auditeurs d'Europe 1, que l'on va vers une civilisation du loisir. On n'a jamais eu autant de temps libre. Ah, je vous entends déjà pour certains tiquer un peu et vous dire que non, pourtant vous n'avez jamais autant travaillé. Eh bien, c'est l'éternel problème des statistiques. Elles ne parlent pas. Il me semble même qu'elles escamotent une réalité. Ce n'est pas qu'on devrait travailler plus ou plus longtemps, mais qu'une dichotomie existe dans la société entre ceux qui travaillent énormément et ceux, peut-être, qui ne travaillent pas ou presque pas. Mais je crois aussi entre le temps de travail chiffré, quantifié, et le travail qui compte, même si on ne le compte pas, non visible et non rémunéré, il y a quelque chose à dire. Il me semble important de rappeler que le travail colossal et indispensable que fournit par exemple une mère au foyer par amour et dévouement devrait être comptabilisé dans le temps de travail. Parce que l'éducation des enfants, vous êtes d'accord avec moi, est un tribut payé à la société et représente un bien économique à long terme. Éduquer les enfants qui paieront les retraites de ceux qui n'en veulent pas, c'est honorable et la valeur ajoutée au foyer n'a pas de prix. Ce n'est pas insulter les familles monoparentales que de le dire, mais je crois rendre à chacun ce qui lui revient. Cumuler le rôle de père et de mère est épuisant, mais assurer le confort et l'éducation d'un foyer en étant considéré comme une femme entretenue n'est pas forcément une promenade dans le parc. C'est même souvent un cumul des mandats qui semble aller de soi, puisque toi, tu ne bosses pas. Alors, chers auditeurs d'Europe 1, il me semble que l'essentiel n'est peut-être pas tant le temps de travail que l'esprit de divertissement qui empoisonne tant la sphère professionnelle que le temps libre. La futilité a envahi nos vies et toute cette prolifération de bullshit job occupe notre esprit sans pour autant le nourrir. Ce temps libre semble se transformer en instant aliéné aux algorithmes et à l'impératif du paraître et de l'avoir. À une exception près, les jeunes semblent pourtant s'adonner beaucoup plus qu'avant à des activités humanitaires et altruistes. Alors, grande question, nos loisirs nous élèvent ou nous rabaissent-ils ? Comment nous façonnent-ils ? Pour en parler, j'ai décidé de recevoir aujourd'hui Olivier Babot, auteur de La tyrannie du divertissement chez Bucher-Chastel. Bonjour Olivier Babot et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre invitation. Voilà, il y a énormément de choses dans votre édito du jour, Marie-Estelle Dupont, on va y revenir. Hein. La futilité qui se répand, c'est ce que vous dites, la futilité qui se répand un petit peu partout. Qui aurait envahi nos vies, absolument. Est-ce que le loisir nourrit l'esprit et l'élève et façonne notre personnalité ou est-ce qu'il nous zombifie à coups de plateformes de gaming ? C'est une vraie question aujourd'hui, je crois. Déjà, avant tout, ce qui me semble être intéressant, c'est de définir ce qu'est le loisir. Quand on parle des loisirs, on parle de quoi exactement ? Loisir, divertissement. On va entendre l'avis d'un économiste et l'avis d'une psychologue, Marie-Estelle Dupont. Comment est-ce que vous définiriez les loisirs, le divertissement ? Est-ce que c'est la même chose ? Oui, a priori, oui. Alors, je crois qu'il y a deux axes importants. D'abord, étymologiquement, se divertir, ça veut dire se détourner. Et d'ailleurs, Blaise Pascal le disait, le plus grand malheur de l'homme, c'est d'être incapable de rester seul dans une chambre. C'est-à-dire que face à la misère de l'existence et de la condition humaine, l'homme a besoin de se fuir. Et aujourd'hui, peut-être parce qu'aujourd'hui, on se veut tout puissant, on est dans une forme de fuite en avant très grande et donc cette première dimension du divertissement comme être hors de soi est très importante, mais il y a aussi le versant positif du loisir qui est ce temps arraché à la nécessité, qui est la vacance de l'esprit. Et est-ce que l'être moderne arrive à se poser, à se reposer et à être dans une vacance qui n'est pas une multiplication d'activités incessantes ? Je crois que c'est une question qui se pose à nous tous, pas seulement aux plus jeunes d'entre nous d'ailleurs, mais à nous tous qui parfois avons tendance à vouloir remplir un peu trop notre temps libre. Olivier Babot, comment vous définiriez les loisirs et le divertissement ? Alors le divertissement, c'est un cas particulier des loisirs, on pourra sans doute en parler parce que pour moi, il y a une typologie à faire du type de loisir, justement pour arriver à définir ces loisirs superficiels par rapport à ceux qui le sont moins. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Le loisir, il y a une définition de l'INSEE qui compte le temps de loisir, qui est assez réduite parce que vous enlevez toutes les tâches, évidemment ménagères ou quand vous occupez de vos enfants. Oui, faire ménage, c'est pas un loisir. Oui, alors il y a des gens à qui ça plaît, mais effectivement c'est plutôt rare. Il
y en a qui se détendent, mais en revanche, je pense qu'on peut dire de façon assez raisonnable que le loisir, c'est le temps arbitrable. Vous savez comment on dit budget arbitrable, c'est-à-dire celui sur lequel vous avez barre. C'est le temps où vous pouvez choisir. C'est, voilà, est-ce que vous allez lire un livre, regarder la télévision, sortir. Alors après, vous pouvez avoir des moyens pour faire plus ou moins de choses, mais c'est le temps où vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est la différence avec le temps professionnel, où vous êtes, par définition, votre contrat de travail, c'est que vous allez faire quelque chose qui est lié à la productivité de votre entreprise, et c'est normal. Vous ne faites pas nécessairement ce que vous choisissez. Donc c'est une différence essentielle. Et là, évidemment, c'est très intéressant de faire l'histoire de ce temps arbitrable, parce qu'on se rend compte que ça a changé prodigieusement au cours de la vie. Je voudrais vous citer, pour ouvrir cette émission, au tout début de votre livre, vous avez une phrase, un extrait qui m'a touchée, à propos de votre père, qui disait « Prends un livre », vous dites « Prends un livre et lis », était probablement la phrase que mon père nous disait le plus souvent quand nous étions enfants. Il la prononçait invariablement avec le léger agacement de celui qui doit formuler une évidence lorsque nous venions nous plaindre de ne pas savoir quoi faire. Je crois que c'était le meilleur conseil qu'il pouvait nous donner. Il n'avait pas besoin d'en dire plus. Quand on approche de la cinquantaine, on s'interroge sur le sort des générations à venir, écrivez-vous. Elles ont encore tout à faire et tant d'erreurs à éviter si nous savons les avertir. Quel but leur proposons-nous? Quel art du temps libre? Savons-nous d'ailleurs leur en donner le meilleur exemple? Est-ce que vous pensez, Olivier Babot, que les nouvelles formes de divertissement et de loisirs, justement, pour les jeunes générations, ont travesti la nature fondamentale du loisir et ses bénéfices pour l'homme? Je pense qu'il y a une conjonction à la fois de technologie, de conditions socioculturelles, de rapport à l'effort, qui font qu'en effet, aujourd'hui, nous avons à la fois, vous l'avez dit, plus de loisirs que jamais, en fait. Enfin, plus de loisirs que... En fait, on n'avait pas eu autant de loisirs depuis 10 000 ans, très exactement, puisque l'arrivée du loisir, l'invention du loisir, ça a été une longue histoire qui part du néolithique, le moment où on a inventé, en fait, le travail, on a inventé la propriété, la séparation des classes, probablement de nouvelles formes de violence, et tout ça a fait que pendant très longtemps, les gens avaient très peu de loisirs dans leur vie. Vous l'avez dit, au 19e siècle, on travaillait 70%, 4000 heures, on vivait pas très longtemps, on mourait assez vite, surtout si vous étiez mineur, vous mouriez de silicose à 50 ans. Donc, votre vie était assez courte et votre vie éveillée, c'était 70% de travail. 70% de travail. C'est-à-dire que votre vie, c'est avant tout du travail dans lequel vous allez insérer quelques moments de loisirs. Et souvenez-vous, à la fin du 19e, il y avait même un moment, il n'y avait plus de dimanche. Aujourd'hui, une vie, c'est si vous êtes à la carrière complète aux 35 heures et que vous vivez l'espérance de vie moyenne, c'est-à-dire environ 80 ans, votre part de votre vie éveillée que vous aurez passé à travailler, c'est à peu près 10%. Oui, alors ça exclut les professions libérales, les commerçants, bien et sûr, en fait, l'impression de travailler plus les que cadres 35 supérieurs, heures. etc. Donc certains se plaignent d'ailleurs du burn-out. Cela étant, on ne se rend pas compte, mais on fait les études beaucoup plus longtemps. Et on est à la retraite entre 20, 25, bientôt 30 ans, en fait. Donc, en fait, dans la vie, si vous moyennez, le temps de travail, il est en fait assez faible par rapport à autrefois où on commençait à travailler très, très jeune et on travaillait jusqu'à sa mort. Est-ce que pour vous, il y a trop de temps libre ou est-ce que il est inhabitable pour l'homme moderne qui est pris dans une espèce de fuite en avant avec un excès de choix et une difficulté à... Parce que vous avez une phrase incroyable dans le livre, c'est très lumineux, vous dites finalement on n'a jamais eu autant de choix. Et on n'a jamais été aussi grégaire. Oui, c'est le paradoxe du choix. D'ailleurs, il y a un livre là-dessus qui dit que quand il y a beaucoup de choix, on finit par finalement faire le choix grégaire. En réalité, quand j'ai commencé à teaser le livre, quand je l'ai sorti, c'était il y a 4 ans maintenant, j'ai eu des menaces de mort parce que les gens pensaient que j'expliquais qu'il fallait travailler plus. Pas du tout. À vrai dire, je me réjouis du fait que nous entrons, comme Keynes l'avait prévu dès les années 36, enfin dès le 36 quand il a écrit un texte lumineux, nous entrons dans la civilisation du loisir. Keynes l'avait vu dès 36. On est dans une civilisation où l'essentiel de notre vie, c'est du temps libre. Alors encore une fois, quand on est actif, on n'a pas l'impression que ça soit le cas, mais sur une vie, et de plus en plus, tendanciellement, c'est quand même ce qui est en train de se passer. En plus, on vit de plus en plus longtemps. Et je dis que c'est formidable, mais que c'est du coup un piège qu'on n'avait pas prévu. Nos parents n'avaient pas été élevés dans une civilisation où l'un des problèmes essentiels, c'était d'occuper son temps libre. Autrefois, occuper son temps libre, c'était le problème d'une caste de gens oisifs, dont c'était une forme de profession, l'aristocratie, les gens dominants qui ne travaillaient pas,
Si vous lisez Proust, par exemple, vous vous rendez compte, vous passez votre temps à être dans l'entre-soi, dans le fait d'être reçu, de recevoir, être aux bons endroits. C'est un boulot à temps plein, la loisiveté. En fait, quand vous êtes dans les classes dominantes. Aujourd'hui, l'oisiveté n'a jamais été aussi libre dans toute l'histoire, parce que nous n'avons plus d'obligations sociales en réalité. Nous sommes vraiment dans un temps arbitrable à 100%. Oui, et d'ailleurs, à l'époque, le loisir était éminemment relationnel. Oui, social, toujours, très normé, collectif. Alors que le drame des jeunes aujourd'hui, c'est que leur loisir est extrêmement isolé. Et isolant. Ils sont très seuls. Et ils y noient leurs compétences sociales au lieu de les développer. Voilà. C'est peut-être là qu'il faudrait venir à la fameuse typologie des loisirs. Pour moi, il y a 3 façons d'occuper son temps libre. C'est assez simple. Le loisir hors de soi, le loisir pour soi et le loisir pour les autres. Le loisir pour les autres, c'est le loisir social, c'est le loisir familial, amical. Quand vous êtes en société, c'est une partie de notre vocation d'être humain, d'être en société. Et puis le loisir pour soi, ça c'est ce qu'on appelait autrefois la skolé en grec, c'est-à-dire le loisir qui a donné le mot école, évidemment. L'école, c'est ce qu'on fait quand on est assez riche pour ne pas travailler. C'est une chance extraordinaire. En latin, c'est l'osium. C'est ce que fait le sage pour réfléchir à lui-même, s'améliorer, mieux se connaître, développer son corps et son esprit. Et puis il y a le dernier, c'est le loisir hors de soi. Le loisir hors de soi, lui, c'est le divertissement. C'est le fait de perdre la voix, de se perdre soi-même. C'est le loisir passif, c'est le loisir qui ne t'apprend rien. C'est Michel Foucault qui disait, ce qui est formidable avec le travail, c'est qu'il vous rend différent de ce que vous étiez avant. Eh bien, là, justement, le problème de ce loisir, c'est qu'il ne vous transforme pas. Et la vraie différence à faire, c'est entre... Il vous aliène au lieu de vous libérer. Il vous aliène. C'est exactement, c'est la différence entre l'activité qui aliène et l'activité qui émancipe. Et dans le travail, comme dans le loisir, il y a de l'activité qui aliène ou qui émancipe. Voilà, faut juste bien la choisir. Quels sont vos loisirs? Racontez-nous, témoignez, 01 80 20 39 21. Quels sont vos loisirs? Ça peut être une question à laquelle vous pouvez répondre. La deuxième question, c'est comment, selon vous, le rapport au travail a évolué en France? Est-ce que on a trouvé le bon équilibre entre loisir et travail, ou est-ce que le loisir a pris trop de place? Tiens, ça peut être, ça peut vous inspirer. 01 80 20 39 21, 01 80 20 39 21. Et puis vous pouvez évidemment nous appeler pour poser vos questions à Marie-Estelle Dupont. Il y a Dany qui nous appelle. Dany qui nous appelle de Strasbourg. Bonjour Dany. Bonjour Dany. Oui, bonjour à tous. Alors quels sont vos loisirs, vous? Alors il y en a tellement, on va dire comme ça, entre les loisirs personnels, musique, patrouiller, randonnée. Voilà, puis après il y a d'autres loisirs, plutôt faire de la musique chez soi, à la maison, un petit peu pour se reformer, pour apprendre un peu. Et puis à côté de ça, il faut remplir les créneaux en fait. C'est-à-dire? C'est un peu ça. Les créneaux, c'est-à-dire il y a le côté travail, il y a le côté temps disponible, donc le temps disponible pour soi, ce que j'appelle les loisirs un peu dans ce sens-là. C'est vraiment de ce qu'on maîtrise et donc après il y a aussi malheureusement aujourd'hui, je vais dire comme ça, les réseaux sociaux aussi, c'est un sort de loisir. Oui. Mais il y a la façon de l'appréhender n'est pas la même, puisqu'il y a d'un côté, on peut l'utiliser comme un outil. On a besoin d'un marteau pour planter un clou, on va prendre ce marteau-là, on va trouver plein de choses intéressantes, et puis il y a des choses un peu futiles. Et quand on regarde à la fin on s'y met pour 10-15 minutes, et puis au bout de 15 minutes, on se rend compte qu'on y est depuis 1 heure, et ce temps-là, en fait, il est quelque part perdu, et on va courir après, en fait, toute la journée, et on va bien sûr pas le rattraper. Voilà. Alors, ça s'appelle scroller, vous passez d'une vidéo à une autre, et vous avez l'impression de perdre du temps. On se rend compte qu'on y est depuis 1 heure, c'est très important. Ce que vous soulignez, c'est la confiscation du temps. En fait, la manière dont les nouvelles technologies ont fragmenté le temps et ont transformé le temps long de la narration, dans lequel on a le loisir justement de développer son imaginaire et de se préparer à créer quelque chose de singulier, en une succession d'instants en fait et d'images qui nous sont imposées par les algorithmes. Donc il y a une fragmentation du temps. C'est de ça dont vous nous parlez, parce qu'on n'a pas l'impression, quand vous nous parlez des réseaux sociaux, vous en tiriez tant de plaisir que ça justement. Et le loisir est quand même supposé procurer un peu de plaisir. Normalement. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Vous travaillez, Dany? Alors je travaille encore un peu. Je suis en phase d'être retraité. D'accord. Vous avez quel âge? Avec les retraités, ils n'ont pas le temps non plus. J'ai 62 ans là bientôt. 62 ans, d'accord. Et vous avez le sentiment que vous avez un bon équilibre entre travail et loisirs? Vous avez le sentiment que le rapport au travail a évolué ces derniers temps?
Disons que oui, je pense avoir un équilibre pas trop mal parce que depuis mon jeune âge, on va dire, j'ai toujours pensé qu'il y avait un peu, c'est comme un tabouret à 3 pieds. Hein. En gros, il y avait le travail, la famille et puis la partie loisirs. Et l'équilibre entre tout ça, il faut pas que ça prenne. Il y en a un qui prenne le dessus sur l'autre. Donc ça, je pense que c'est un bon vecteur d'équilibre. Et après, j'ai entendu avant aussi le côté familial. Donc les tâches, effectivement, à domicile, en fait, chez nous, on les partage depuis toujours. Il n'y avait pas un rôle pour l'un ou un rôle pour l'autre. L'idée, c'est de faire un peu moite-moite pour que tout le monde puisse s'épanouir, quoi. Merci beaucoup, Dany, de nous avoir appelé. Effectivement, les réseaux sociaux, c'est un loisir. Tiens, le réseau social, Olivier Babot. Oui, c'est un témoignage très intéressant, celui de cet auditeur, parce qu'il a bien montré qu'il y avait cette tripartition, ces trois piliers. Le travail, la famille et les amis. Voilà, travail, famille et amis. Et puis, dans les loisirs, les trois parties dont j'ai parlé, donc le fait d'être avec des gens, le fait de faire quelque chose qui t'améliore, qui te demande un peu d'effort, souvent. Monsieur a parlé de la musique, par exemple, ou de sortir, ou même de réfléchir, de lire naturellement, ou de faire du sport. Et puis, évidemment, les réseaux sociaux qui sont paradoxalement plutôt des réseaux asociaux en réalité, dans leur effet comme dans leur usage, puisque en fait on est très très seul. La caractéristique troublante de notre époque, c'est que ces différentes offres de loisirs qui sont devenues énormes aujourd'hui et à disposition en permanence, elles ont eu pour effet que la partie divertissement a phagocyté toutes les autres. Pourquoi ? Parce que on a une économie de l'attention qui s'est développée avec des plateformes qui ont détourné le mécanisme de récompense du cerveau, le neurotransmetteur de la dopamine. Typiquement, c'est les shorts sur TikTok, ou les petites vidéos. YouTube, les petites vidéos de quelques secondes qui vont être juste là pour nous harponner, nous donner suffisamment envie d'aller à la suivante pour avoir à nouveau le petit shoot. Et ça, c'est extrêmement destructeur pour la capacité de concentration, pour la capacité aussi de partage, parce que ce neurotransmetteur de la dopamine, il est en fait c'est un neurotransmetteur en fait plutôt individuel, contrairement à la sérotonine, qui est lui plutôt celui de la reconnaissance sociale et du partage. Et donc, il est extrêmement destructeur, et on a une économie qui a organisé cette captation. Pourquoi ? Parce que c'est le modèle économique. Le modèle économique, c'est de maximiser le temps de passage, de présence sur les réseaux, et donc ça a phagocyté. Je crois que l'INSEE avait montré qu'aujourd'hui, on passe 70% de notre temps libre sur les écrans. Oui, d'ailleurs, je vais préciser votre propos. Je crois qu'on ne peut pas parler de la crise du loisir sans parler de la crise de l'attention. Et quand vous avez précédé mon propos en parlant de la dopamine, effectivement, le véritable problème, c'est qu'avec ces shots de dopamine, simplement en scrollant, ça dévalorise considérablement l'effort. Or, c'est aussi l'effort qui donne sa valeur au loisir. C'est-à-dire que quand vous allez jouer un match de tennis pour évoquer les vacances de Romain Desarbres, quand vous allez vous donner le mal d'inventer une histoire, de dessiner une bande dessinée, etc., vous allez sécréter de la dopamine cérébrale, mais ça demande de fournir un effort. Et effectivement, on a maintenant une crise de l'attention, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a une diminution de la réflexion, une diminution de la lecture prolongée, y compris les adultes, les auditeurs d'Europe 1 ont dû constater que parfois il leur est difficile de maintenir leur attention sur un texte qui est plus long qu'un article, parce qu'on est sans cesse sollicité, déjà parce qu'on a des notifications, et puis parce qu'on s'est habitué à des contenus très courts. Et en fait, ça fait une explosion aussi des burn-out, de l'épuisement, parce que le cerveau est tout le temps en hypervigilance, et donc il ne se repose pas. Et donc ça réduit aussi la mémoire à long terme. Donc en fait, paradoxalement, on a une modernité qui nous offre plein d'outils technologiques, plein de confort, plein de temps pour les loisirs, et on a des gens qui sont sous psychotropes comme jamais. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a une toxicité. Si on ne prend pas le temps de discerner son loisir et de penser son loisir, il peut y avoir une toxicité très forte. Et puis évidemment, le piège des algorithmes qui vont vous enfermer dans des boucles de pensée et vous enfermer dans vos propres obsessions au lieu de vous en sortir. On pourra d'ailleurs, dans une émission sur le sommeil, parler de l'impact aussi de ces technologies, non seulement sur les loisirs, mais sur le sommeil, l'alimentation et nos liens sociaux. Et je pense qu'en fait, on a eu un optimisme, on est tombé dans un piège d'optimisme technologique il y a une vingtaine d'années. On s'est dit que ces technologies étaient salutaires et sources d'apprentissage. Et alors évidemment, avec le harcèlement en ligne, etc., on est en train d'en revenir et de se rendre compte que cet univers virtuel à portée de main, cette satisfaction à portée de clic,
Oui. en réalité, est presque plus toxique que les dangers réels en chair et en os qui sont dans le monde extérieur. Exactement. On a perdu le sens de l'effort long parce que on est comme jamais dans un monde où ça n'existait pas autrefois, la capacité d'avoir tout de suite la satisfaction du plaisir du divertissement, d'un contenu qui vous est proposé, choisi par l'algorithme pour vous plaire, dans votre poche en permanence, à l'infini. Vous pouvez regarder pendant des centaines d'années YouTube, vous n'aurez même pas commencé à épuiser les contenus qui sont sur YouTube. Ça n'existait pas, c'est tout récent. Et en fait, on est en train de se rendre compte de ce que ça fait sur la structure sociale, sur la structure du cerveau. Et paradoxalement, le bien-être mental est plus dur aujourd'hui à conserver. On le voit très bien effectivement dans les consommations de psychotropes, parce que ça demande une discipline. Nos parents, nos grands-parents avaient un monde difficile aussi. Ils avaient connu la guerre, les privations. C'était un monde avec d'autres contraintes. Et nous, on est dans des contraintes différentes, un monde totalement différent où la contrainte, c'est beaucoup d'autodiscipline. C'est-à-dire, c'est la liberté. On doit apprendre à gérer l'excès. C'est la liberté de l'excès. Et donc, la mesure, qui est une idée très, très antique, ça fait très longtemps qu'on connaît les vertus, sauf qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui permet d'être hyperbolique. Vous pouvez tout faire de façon hyperbolique, ça veut dire que la règle, elle vient de vous. C'est-à-dire que c'est à vous. La discipline n'a jamais été aussi nécessaire. C'est l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est de dire, tiens, je vais essayer d'organiser ma vie de façon Et d'ailleurs, ce qui est amusant, les auditeurs harmonieuse. d'Europe 1 ont dû le voir en compulsion des magazines. Maintenant, le repos et la déconnexion est devenu un bien de consommation. C'est-à-dire qu'on se paye des ça coûte même très cher. C'est comme les stages de jeûne. Il paraît que ça coûte cher. Sans Wi-Fi, des journées sans connexion, etc. C'est-à-dire qu'on est en train de transformer en bien de consommation notre faiblesse et notre incapacité à nous poser des limites dans cet excès de possible, en fait. Oui. Il y a même des applications qui vous permettent de limiter le temps de scrolling. L'utilisation de l'application. Vous savez, oui, absolument. Le doom scrolling, on appelle ça le défilement de la mort. C'est une invention terrible qui fait qu'à l'infini, vous allez swiper, scroller, etc. Et avec toutes les conséquences qu'on connaît. Moi, je trouve ça pas si mal qu'il y ait des offres. Ça prouve qu'il y a une vraie demande, en fait, derrière. C'est que de plus en plus, il y a des gens... Il y en a une réflexion autour de la déconnexion, la nécessité de mettre son téléphone à distance, d'essayer de continuer à lire quand même. Alors, on essaye de se battre un petit peu, mais il faut savoir, il faut aborder ça, je pense, avec beaucoup d'humilité. D'ailleurs, je dis dans le livre que je suis le premier, je mentionne comment je finissais par regarder Instagram alors que j'étais en train de visiter Delphes. Et je suis le premier à être un peu dépendant aux écrans. Et donc, je pense qu'on a tous des efforts à faire, même si on est censé beaucoup lire. On est dans une société qui favorise pas ça du tout. Voilà, tout simplement, qui favorise, où tout est fait pour se liguer, pour vous empêcher de vous concentrer, d'avoir des loisirs plutôt grandissants. Et il faut se battre en permanence. C'est une autodiscipline folle. C'est pour ça que c'est très difficile, en fait, d'être être humain au XXIe siècle, mais c'est pas la même difficulté qu'au XIXe.